Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la semaine de la formation à distance. C'est vraiment le fun de voir là, toute l'assistance qu'on a avec nous autres cette semaine, des gens de partout au Québec, au Canada, puis même à l'international. On a Hassène qui est souvent avec nous, qui est même de la Tunisie. Donc, bienvenue. Cet après-midi, en fait, on a un atelier, là, un double atelier, un atelier à 15h, un atelier à 15h45. Je vais vous arriver avec les thèmes par la suite, mais je voulais y aller avec quelques petites consignes avant de débuter. Pour ceux que c'est la première fois que vous utilisez Zoom, en fait, pour clavarder, vous pouvez regarder sur la diapositive que vous avez à l'écran en ce moment. L'icône encerclée avec la bulle, c'est pour clavarder, donc on vous invite à le faire. Là, vous pouvez le faire tout au long de l'atelier, mais il y aura une période de questions à la fin de chacun des ateliers où on viendra prendre les mains levées ou encore les questions dans le clavardage. Et sur la même barre d'outils dans le bas de votre écran Zoom, on vous suggère de fermer votre micro sur l'icône tout à fait à gauche et votre caméra, vous pouvez décider de l'ouvrir ou la fermer là, à votre choix. Pour tweeter, c'est notre hashtag SemaineFAD. Et si vous avez besoin d'assistance technique, vous voyez aussi sur la diapositive qu'on a un numéro 1-844-94-FADIO en cas de besoin. Et maintenant, pour l'affichage de votre écran, on vous suggère là, de tout en haut de votre écran Zoom de cliquer sur mode galerie ou affichage intervenant pour vérifier ce qui vous convient le mieux comme affichage là, tout au long de l'atelier. Donc, comme premier atelier cet après-midi dans notre petit bloc de 2 ateliers, on a pour le premier atelier Madame France Gravel de l'UQAM, qu'on a le privilège d'avoir avec nous. Merci France d'être avec nous pour le thème « La gestion des établissements d'enseignement à l'ère du numérique ». Donc, après avoir travaillé à la direction d'établissements d'enseignement, France Gravel est maintenant professeure au département d'éducation et de pédagogie de l'UQAM. Spécialiste en gestion de l'éducation et nouvelle gouvernance, elle s'intéresse également aux questions relatives à la gestion du numérique, de l'enseignement en ligne et hybride, de la gestion de l'enseignement supérieur ainsi qu'au bien-être des membres de la direction d'établissements d'enseignement. Donc, France, je te laisse la parole. Donc, premièrement, je tiens à remercier l'équipe du Fadio de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette semaine-là parce que j'y crois. Donc, avant même d'être professeure d'université, j'ai été moi-même sur le terrain, c'est-à-dire que j'ai été directrice d'établissement d'enseignement, tant au niveau primaire, secondaire, collégial, universitaire. Alors, je n'ai pas juste eu la chance de chercher quant à l'implantation du numérique, j'ai eu également la chance d'implanter le numérique à différents niveaux dans le système scolaire, tant au niveau québécois que franco-ontarien. Donc, en premier lieu, j'aimerais aussi également remercier mon équipe de recherche, c'est-à-dire Nathalie Frigon, Diara Diara, ainsi que Julie Monette. Et maintenant, on cherche souvent au niveau des enseignants, comment les accompagner pour les aider dans le cadre du numérique, dans leur salle de classe, ainsi qu'au niveau des élèves. Mais on ne s'est jamais attardé à l'accompagnement des gestionnaires, c'est-à-dire à ceux qui pilotent les établissements d'enseignement. Donc, grâce au REFAD, au réseau d'enseignement francophone à distance, ainsi qu'au patrimoine canadien, vous avez la chance aujourd'hui d'écouter ou plutôt d'apprendre quelles sont les stratégies de gestion à privilégier pour réussir ou favoriser l'implantation du numérique dans un établissement d'enseignement. Donc, comme mentionné, on sait qu'on s'intéresse aux élèves, étudiants, on s'intéresse aux enseignants, de plus en plus aux professeurs parce qu'on est rendu au niveau postsecondaire, parce qu'il y a un désintérêt de la part des élèves et des étudiants quant à l'enseignement traditionnel. Donc, on est plus vers le numérique et on sait que ces élèves-là ou encore étudiants sont nés avec la technologie entre les mains. Donc, nous, au Canada, surtout au Québec, on sait que par la loi de l'instruction publique, c'est la direction d'établissement qui pilote l'établissement d'enseignement. Donc, comment préparer les élèves à acquérir les compétences du 21e siècle qui leur permettront de relever les nouveaux défis d'aujourd'hui et de demain? Les objectifs de recherche étaient très clairs. C'était d'identifier les étapes de réalisation
pour en arriver à développer un plan d'action pour l'implantation de la formation à distance au sein des établissements d'enseignement de la francophonie pan-canadienne. Quelles étaient les stratégies de gestion, les pratiques professionnelles et aussi comment soutenir une équipe. Et bien entendu, il existe déjà des modèles qui favorisent la transformation des cours à distance. Pourquoi pas les découvrir et les partager? Donc, le cadre théorique a reposé sur le fait que lorsqu'on est gestionnaire, si on maîtrise ou on dispose des caractéristiques fondamentales en lien avec le leadership transformationnel, que ça peut favoriser l'implantation de la formation à distance et au numérique au sein des établissements d'enseignement. Méthode très simple. On a développé un protocole d'entrevue suite à des échanges avec des directions d'établissements d'enseignement, des associations professionnelles ainsi que des professeurs en gestion de l'éducation et en administration scolaire. Les entrevues ont consisté à une période semi-dirigée, c'est-à-dire qu'il y avait des questions déjà préétablies, mais on pouvait avoir ouverture d'une trentaine à 45 minutes. Et le tout a été enregistré via la plateforme web conférence qu'on utilise présentement, Zoom. Critères de participation, être membre du réseau REFAD. Il était bien entendu impératif que les gestionnaires aient supervisé ou dirigé l'implantation du numérique dans un établissement d'enseignement et compte tenu du délai très court que nous avions d'une année, nous avions convenu de choisir les 10 premiers participants qui se portaient volontaires. Ah, ça c'est ce que j'adore. Contrairement aux recherches habituelles, où est-ce que tout est confidentiel, cette recherche-là visait à identifier, c'est-à-dire à faire rayonner des gestionnaires et des établissements d'enseignement. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons eu de l'interordre, c'est-à-dire que nous avons eu des cégeps, centres de formation professionnelle, collèges, on a eu québécois, ontariens, on a eu commission scolaire, on a eu primaire, on a eu secondaire, ainsi que des universités. Donc, très, très intéressant. Et je tiens à remercier particulièrement les participants qui sont Steve Gignac, directeur des études, Annie Fortin, directrice adjointe des études au niveau du cégep de la Pocatière, Alexandre Marion, directeur du Centre de formation professionnelle Matami, Vallée Foresterie, commission scolaire de Mont-et-Marie, Olivier Chartrand, gestionnaire du développement de la formation en ligne au Collège La Cité, Nathalie Frigon, doctorante conseillère pédagogique à l'intégration des technologies à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, Martine Picard, qui est nouvellement retraitée à titre de directrice de l'école L'Arpège, commission scolaire des Patriotes, Christian Dufresne, directeur qui vient de changer de commission scolaire, mais anciennement directeur des écoles primaires Giroir et de l'Amitié, commission scolaire de la Seigneurie d'Émile-Île, Pascal Wicker, directeur communication et technologie d'apprentissage à l'Université d'Ottawa, Éric Martel, directeur adjoint de la formation à distance à l'Université Laval, Michel Ombriaco, professeur-chercheur et cofondateur de l'Université TELUC, ainsi que Frédéric Fournier, professeur et président du comité sur l'apprentissage et la recherche de l'Université du Québec à Montréal. C'est rare qu'on peut remercier publiquement des participants parce qu'habituellement, tout est confidentiel. Donc, comme résultat, fort intéressant. Imaginez-vous donc à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, ça fait depuis 5 ans qu'ils ont dans leur plan stratégique commission scolaire, donc le plan d'engagement vers la réussite, des objectifs en lien avec un plan d'action numérique, c'est-à-dire soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes, exploiter le numérique comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Donc, déjà là, ils étaient très visionnaires. Ils avaient en place des conseillers pédagogiques pour accompagner des directions d'établissement. Au niveau du cégep de la Pocatière, eux autres, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont intéressés et ils ont voulu collaborer au niveau international. Donc, ils collaborent au projet ANGE, qui fait partie du projet Eramus, c'est-à-dire que ANGE signifie ancrage numérique dans la gouvernance des institutions d'enseignement. Et le programme Eramus, lui, ça permet l'échange entre les
les universités et les grandes écoles européennes, ainsi que les établissements d'enseignement à travers le monde. Et le Cégep de la Pocatière est le seul établissement en ce moment faisant partie de l'Amérique du Nord. Les 8 autres établissements qui font partie des 9 pays sont européens. La Cité, très intéressant. Il focus sur des affiches, des repères, des messages pour vraiment favoriser le développement du numérique, c'est-à-dire qu'on répète des messages, on explique le bien fondé, on travaille en collaboration. Donc, il y a beaucoup de visuels. Si vous allez lire justement la recherche, donc les résultats, vous allez retrouver des exemples très, très, très concrets qui vont pouvoir vous servir pour votre implantation du numérique. Madame Picard, comme je vous disais, nouvellement retraitée, elle était aussi visionnaire. Elle, ça fait plus de 5 ans que dans son projet éducatif, même si ce n'est pas prescrit par la loi sur l'instruction publique, qui a une orientation qui se décrit comme suit. Soutenir le développement des compétences du 21e siècle pour l'implantation du plan numérique du ministère de l'Éducation. Là, on a plan d'action numérique 2018, mais avant cela, elle avait aussi une orientation propre au numérique. Résultat, regardez bien ce qui est intéressant. Donc, il y a eu augmentation de 10 à 20 du taux de réussite chez les garçons grâce au numérique. Les avis disciplinaires sont à la baisse, donc les problématiques qu'il pouvait y avoir, il y en a de moins en moins. L'équipe école est mobilisée et ensemble, en collégialité, ils échangent pour avoir de nouvelles possibilités d'apprentissage à l'aide du numérique. Et suite à un sondage auprès des parents en 2018, ces parents-là ont mentionné que les enfants qui utilisaient une tablette aimaient davantage l'école. Maintenant, notre collègue Christian Dufresne, lui, a décidé avec son équipe école d'implanter une classe de 5e année numérique à l'aide de Chromebook. Mais bien entendu, l'enseignante et les élèves ont un support technique, c'est-à-dire qu'en tout temps, il y a quelqu'un pour les accompagner. Pas dans la salle de classe, mais un soutien technique, quelqu'un qui peut les aider. Toutes les situations d'apprentissage sont faites à partir du Chromebook, donc collaboration dans le nuage. Et il semblerait que les élèves, depuis qu'ils peuvent entre eux se corriger ou se proposer des changements au niveau de leur texte, préfèrent ou plutôt l'augmentation vers la lecture se fait sentir de plus en plus. Au niveau du projet éducatif, l'équipe école s'est donné comme objectif, d'ici les 3 prochaines années, au moins une fois par étape, de vivre une situation d'apprentissage à l'aide d'outils numériques. Depuis 3 ans, il y a eu au moins 30% d'utilisation supplémentaire du numérique. L'an passé, moins d'achats de livres version papier, plus d'achats de livres version numérique. Et ce que ça permet au niveau de la version numérique, il n'y a plus d'enfants qui peuvent dire « Papa, maman, j'ai oublié mon livre à l'école » parce que papa, maman peuvent avoir accès aux livres via le numérique. Et bien entendu, au niveau de la communication entre enseignants et parents, ça devient plus facile. Et de plus, la direction a fait des démarches pour permettre à des parents d'avoir accès à des ordinateurs via des organismes. C'est-à-dire que les parents plus démunis peuvent s'équiper pour accompagner leur enfant. L'Université d'Ottawa, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, dans ma vie antérieure, j'étais directrice du Centre de pédagogie universitaire et professeure invitée à la maîtrise en leadership. Donc, l'équivalent de ce que je fais, je forme encore les directions d'établissement et les enseignants, mais au niveau franco-ontarien, c'est une maîtrise en leadership ou encore des qualifications supplémentaires en tant qu'enseignant. En 2012, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a exigé à tous ces établissements postsecondaires, donc collégiales et universitaires, de réfléchir et de
vraiment concevoir un plan d'action pour une meilleure offre de services, c'est-à-dire la transformation de cours en format hybride ou en ligne. Donc, à cette époque, on a mis de l'avant un comité de travail sur l'apprentissage en ligne composé du vice-recteur aux études, de doyens, de directeurs, d'étudiants, de professeurs pour réfléchir à l'offre qui était pour être déposée au ministre de l'Éducation. Voici le résultat qui en est ressorti. Première des choses, l'Université d'Ottawa a opté pour l'initiative de l'apprentissage hybride, donc plus de cours offerts en format hybride. Bien entendu, toujours place en ligne, mais ça a été ce qui a été opté de part et d'autre. Donc, d'ici 2020, c'est cette année, ce qui était visé, c'était 20% de l'offre de cours en format hybride, donc au moins 500 professeurs qui auraient enseigné en format hybride. Autre stratégie, bien entendu, c'était de développer un MOOC. Un MOOC phare en français, comme vous savez, c'est une université bilingue, donc de permettre de faire reconnaître encore plus le côté francophone. Il y a eu l'identification de professeurs champions, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des professeurs à cette époque qui enseignaient en ligne ou en format hybride. Donc, qui étaient ces champions? Est-ce qu'on pouvait se servir de ces personnes pour partager les stratégies à mettre en œuvre pour aider les professeurs et les chargés de cours à transformer leur cours en format hybride ou en ligne? Il y a eu également un fonds d'aide, c'est-à-dire qu'un professeur chargé de cours qui avait le goût de transformer un cours en format hybride ou en ligne pouvait obtenir 5 000 $ pour l'aider dans la transformation. Ou encore un programme en entier jusqu'à 20 000 $. Nous avons eu à revoir les plans de formation pour accompagner les professeurs et les chargés de cours, ainsi que les outils. Également, il y a eu mise sur pied d'un comité consultatif de l'apprentissage en ligne, c'est-à-dire encore là composé de doyens, directeurs, étudiants, chargés de cours, professeurs, pour aider à la réflexion et aux décisions par rapport au projet de transformation de cours en ligne. Nous avons eu à revoir, et c'était mon dossier, le dispositif de formation et d'accompagnement, c'est-à-dire lorsqu'on veut accompagner ou former des professeurs quant à la transformation de cours en ligne ou en format hybride, on ne peut pas demeurer dans le traditionnel. Il faut vraiment transformer les dispositifs, c'est-à-dire il faut prêcher par le modèle. On ne peut pas rester traditionnellement parlant et demander à ce que les professeurs et les chargés de cours, eux, transforment leur cours. Aussi, il y a eu un investissement de 315 000 $ jusqu'en 2020 pour la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a eu embauche de technopédagogues, de conseillers pédagogiques. Il y a eu vraiment des ressources mises à la disposition pour favoriser la transformation des cours en format hybride et en ligne. Également, campagne de promotion, très important, de faire comprendre autant à l'externe qu'à l'interne qu'est-ce qu'un cours en format hybride, qu'est-ce qu'un cours en ligne, synchrone, asynchrone, donc de démystifier pour rassurer les professeurs et chargés de cours, ainsi que les étudiants qui veulent étudier en ligne ou en format hybride. Et, en dernier lieu, il ne faut pas oublier que c'est important de revoir la politique sur les droits de propriété intellectuelle. Maintenant, un autre collègue qui nous a partagé des choses intéressantes. Très innovateur, l'Université Laval. Pourquoi innovateur? En 2005, le recteur, en début d'année scolaire, tout de suite, le message a été clair. À partir de maintenant, la formation à distance est une priorité stratégique pour l'Université Laval. Donc, il a donné le mot en partant. Donc, ça, c'est important si on est gestionnaire d'une institution d'établissement. Nous sommes le grand pilote. On doit se positionner et être capable de soutenir l'équipe pour ensemble aller vers la transformation des cours en ligne ou en format hybride. Les 3 recommandations de l'époque. Création d'un bureau de formation à distance, une politique de formation à distance, ainsi qu'un programme d'appui pour le développement. Encore à ce jour, notre collègue
M. Martel, rencontre les directions annuellement des 17 facultés pour entendre leurs besoins et travailler avec eux pour l'avancement des projets qu'ils aimeraient mettre de l'avant. Également, il y a un partage des bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'ils ont développé un guide de bonnes pratiques de la formation en ligne qu'on peut retrouver sur leur site, donc ouvert à tous, une politique de la formation à distance ainsi qu'un programme d'appui financier spécifiquement pour le développement de cours à distance, de cours hybrides et de MOOCs. Je vous invite à lire ces documents, c'est très intéressant et très inspirant et ça va vous aider dans la transformation de votre institution. Maintenant, notre collègue cofondateur de l'Université TÉLUQ, ce qui a été très intéressant lors de notre rencontre, c'est-à-dire une entrevue semi-structurée, c'est d'entendre l'importance misée sur la qualité de l'enseignement. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que parce qu'on enseigne en ligne ou en formation hybride, que la qualité de l'enseignement n'est plus au rendez-vous. C'est faux. Parce que un professeur ou un chargé de cours qui décide de transformer son cours en format hybride ou en ligne travaille aussi fort et même peut-être plus fort qu'un professeur en présentiel parce qu'il faut penser à tout. Donc, la qualité de l'enseignement est toujours au rendez-vous. À la TÉLUQ, ce qui est important comme stratégie de gestion, c'est qu'on essaie d'influencer, d'inspirer, de motiver les membres de l'équipe. Il y a toujours des rencontres, des discussions, des échanges. Ils croient fortement en l'équipe et ils en sont fiers et surtout, ils célèbrent les réussites. Je vous invite, si vous avez la chance, à lire les différents plans d'action et plans stratégiques qu'on retrouve sur le site Web et surtout, un rapport fort intéressant intitulé « L'enseignement supérieur à l'ère du numérique, un projet de société ». Maintenant, à l'UQAM, présentement, c'est une priorité institutionnelle que la transformation des cours en ligne et en format hybride, mais ça fait bel et bien plus longtemps qu'avant mon arrivée qu'on travaille là-dessus. Donc, depuis 2007, implantation de Moodle, il y a eu un premier plan stratégique de 2009 à 2014 pour définir les besoins en technopédagogie. Il y a un plan d'action ministériel pour le développement des environnements numériques. Il y a eu le développement de nouvelles approches d'enseignement. Il y a eu la création du carrefour technopédagogique pour accompagner les professeurs et les chargés de cours. Il y a également eu la création d'un programme cours à distance de 3e cycle en pédagogie universitaire et environnement numérique d'apprentissage. Et depuis 2018, un plan d'action triennal pour le développement de l'enseignement en ligne, ainsi que des modalités d'attribution budgétaire, donc un fonds d'aide pour la transformation de cours en ligne et en format hybride. Et encore là, je vous invite à lire le résultat de la recherche parce que vous allez retrouver tous ces documents-là à l'intérieur qui vont pouvoir vous servir de base pour la rédaction de vos politiques ou encore de vos programmes d'accompagnement. Donc, c'est public, on retrouve ça également sur le site de l'UQAM. À venir, fort intéressant, c'est quelque chose qui s'en vient probablement le mois prochain. Donc, j'ai eu la chance également de mener pour le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec une recherche intitulée « Gestion d'implantation de classes numériques dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire au Québec, pratiques, stratégies et modèles pouvant faciliter la tâche des directions. » Donc, en complémentarité, même encore plus en détail que la recherche du REFAD, vous allez retrouver des témoignages, par contre, confidentiels et des stratégies de gestion qui vont vous aider à transformer votre établissement d'enseignement. Donc, je vous invite fortement à rester aux aguets. Ça va faire suite au 3e webinaire qui va être probablement offert au mois de mars prochain et qui s'adresse aux gestionnaires d'établissements d'enseignement. Donc, sur ce, je tiens à vous remercier de votre attention et je demeure disponible pour toute question. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, France. En fait, est-ce que je peux me permettre de mettre le lien dans le clavardage de la recherche? Bien sûr. C'est fait. Donc, ceux qui voudraient prendre la parole, je vous invite à lever la main ou écrire dans le clavardage. On a quand même beaucoup de temps. On a encore un bon 15 minutes pour prendre les questions, commentaires, réflexions. C'est relativement tranquille. On a des ateliers où ça bouge beaucoup. Là, ça me semble relativement tranquille comme question. Est-ce que je peux me permettre d'en poser? Ben oui. Vas-y, France. Est-ce qu'il y a parmi nous des directions ou des gestionnaires d'établissements d'enseignement? Si oui, j'aimerais ça vous entendre sur vos stratégies que vous avez adoptées ou vous comptez adopter pour favoriser la gestion de l'implantation du numérique. Ouais, on vous suggère de lever la main, vous pourrez prendre le micro. Ici, on a Ursule qui disait que le message était très clair. D'autres qui disent que la présentation est très intéressante, mais on aimerait entendre les gestionnaires. On voit que les gestionnaires sont peut-être un peu plus timides à parler de qu'est-ce qui se fait. Soyez pas gênés, on est là entre nous pour échanger. On a Mélanie qui dit « Je suis gestionnaire à l'IMQ ». Est-ce que Mélanie, on pourrait vous entendre, s'il vous plaît? Vous me pognez pendant ma collation. Ce n'est pas grave, c'est ça la beauté de la chose. Avec la bouche pleine, il a fallu que je reconnecte mon ordi, j'étais à contre-jour, donc j'ai fermé ma caméra. Je vais juste avaler ma bouchée, excusez-moi. En fait, excusez. En fait, nous, à l'Institut maritime, là, on tente de mettre ça en place. Je dirais qu'il y a beaucoup actuellement de réticence à passer au numérique. Assurément, excusez-moi, j'ai le rhume en plus. Chez nous, c'est sûr qu'il y a beaucoup de programmes qui sont techniques et donc très pratiques. Donc, on a déjà beaucoup de formations via les simulateurs et divers outils pédagogiques. Alors, je crois que les gens voient difficilement comment on va pouvoir intégrer le numérique à l'intérieur de tout ça. Mais on est en train de le préparer et notre objectif étant de le déployer initialement via des AEC là, qui vont s'adresser à nos diplômés, mais qui ont de la formation sur mesure à faire une fois rendus sur le marché du travail. Je pense que c'est une première étape qui va nous permettre après de le descendre davantage vers les programmes techniques, là. Donc, si je peux me permettre, est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous avez mis de l'avant un plan d'action? En fait, nous, on est rattachés au Cégep de Rimouski. Donc, effectivement, il y a un plan d'action de mis en place. Il y a aussi des équipes et si je peux dire, des ambassadeurs terrain. Mais c'est ça, la résistance, elle est présente. Alors, on le fait à petits pas. Mais notre stratégie a aussi beaucoup été de travailler au sein de chacun des départements pour trouver des ambassadeurs positifs. Mais bon, je pense que le gros défi auquel on fait face chez nous, ce sont le fait qu'à la base, nos enseignants ne sont pas des pédagogues, mais des techniciens qui arrivent du marché du travail. Donc, l'adhésion aux méthodes pédagogiques, technopédago, si on veut, on part de loin, là. Alors, il faut le faire tranquillement, mais surtout avec une équipe en place d'accompagnement. Et depuis 2 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais effectivement, il y a vraiment une stratégie. Ça fait partie du plan stratégique. On vient d'ailleurs de faire une revision là, à mi-parcours. Il y a des éléments qu'on ajoute aussi au plan stratégique pour mobiliser les gens puis les soutenir dans le développement. Si vous me permettez, j'aimerais vous encourager. C'est-à-dire que ce n'est pas juste au niveau collégial qu'il y a de la peur ou de la résistance, il y a même au niveau universitaire, quand vous parlez que vos enseignants ne possèdent pas ou n'ont pas développé de compétences pédagogiques. Vous savez qu'au niveau universitaire, ce sont des spécialistes également. Oui. Mais comme je vous disais d'entrée de jeu, j'ai été gestionnaire au niveau primaire, secondaire, collégial. Donc, s'il vous plaît, ne vous découragez pas.
C'est vraiment la théorie du petit pas, vous allez y arriver. Mais là, je me rends compte qu'en changeant d'établissement, c'est du copier-coller. Il y a toujours cette crainte-là de changement, cette peur. Si vous avez un plan d'action, ça, c'est le plus important, d'avoir un plan d'action et surtout, à chaque rencontre d'équipe, de rappeler les objectifs, de rappeler les étapes, mais aussi de mentionner l'évolution de votre plan d'action pour que les gens prennent conscience que la théorie du petit pas, on en a fait 2 de plus depuis le mois passé. Mais bravo si vous avez mis un plan d'action. Et très, très, très important ce que vous avez dit, d'identifier vos champions et de travailler avec vos champions. Merci, Mélanie. On avait Ursule qui nous disait, en fait, le message était clair dans le sens que tu nous fais la démonstration que le virage se fait lorsqu'il y a une volonté de la direction d'embarquer, par exemple dans le projet éducatif, ce qui est assez évident. On a aussi Geneviève Abel qui nous a écrit là, deux messages. Est-ce que Geneviève, tu aimerais prendre la parole? Je crois que Geneviève n'a pas de micro. Je pense que c'est pour ça qu'elle l'a écrit dans le clavardage. Je vais y aller dans le fond. Geneviève dit « Je coordonne simplement les stratégies numériques d'apprentissage et d'enseignement à la Faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal et je fais partie d'un groupe de travail sur la formation à distance dans le but d'alimenter les actions de l'Université de Montréal dans le cadre de son plan de transformation 21e siècle. » Et elle a rajouté « Je fais partie du vice-décanat aux études et stratégies numériques. Le plan stratégie numérique et plan d'action tient compte des outils des stratégies numériques. Une équipe de 5 personnes accompagne les unités à transformer des formations traditionnelles en formations hybrides, à distance ou en ligne. Des formations sont obligatoires pour les chargés de cours souhaitant développer ou enseigner des cours en ligne ou à distance. Formation ouverte à tous sur Zoom. Oui, c'est ça. Elle nous dit qu'elle a des problèmes audio. C'est pour ça qu'elle ne peut pas nous parler, mais ça nous donne quand même un bon exemple de ce qui peut se faire, là. Si vous me permettez, Geneviève, j'aimerais juste vous dire que vous n'êtes pas juste une coordonnatrice. Vous êtes plus que ça. Vous participez concrètement au virage numérique du Québec, c'est plus. Donc, un petit conseil que je pourrais vous donner, et à tous d'ailleurs, si vous avez la chance de pouvoir avoir un temps dans les assemblées départementales au niveau universitaire ou encore dans les rencontres d'équipe pour aller expliquer le projet de un, mais aller démystifier, comme je disais, les différences entre formation en ligne, asynchrone, synchrone, également au niveau hybride. Ce serait important, même si ça prend du temps, c'est important que les gens comprennent pour les rassurer. Et il y a aussi un volet que vous allez tous, pour les gens qui vont mettre en place le numérique, avoir à vivre. Donc, il y a tout l'aspect syndical, parce que les gens qui s'imaginent que parce qu'on enseigne en ligne, qu'on n'a plus besoin d'enseignants ou de professeurs, c'est faux. Mais ça, c'est partout. Je l'ai fait, hein, ça a été en Ontario, ça a été au Québec, c'est partout, partout, partout que ça se passe. Présentement, je travaille avec la France, c'est là aussi. Donc, c'est juste normal de s'inquiéter. Il y a des gens qui ont peur, il faut les rassurer. Donc, prenez le temps de rencontrer les équipes, différents départements, différents services et expliciter, pas juste expliquer, expliciter en détail s'il faut les différences et rassurez-les quant à la convention collective par rapport à leurs tâches de travail. Merci pour la rétroaction, France. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui voudraient… moi, je serais curieuse de savoir pour les gestionnaires qui sont avec nous dans la salle, où en êtes-vous dans le développement du numérique chez vous? Est-ce que vous avez le goût de nous partager où vous en êtes? Quels sont vos écueils, les préoccupations, les succès? On a un petit message ici. Donc, on a toujours Geneviève qui nous dit « Expliquer, démystifier auprès de différentes instances, aspects administratifs, rassurer quant à la convention collective, c'est des très bons points. » On dit « Merci de le renforcer et de le souligner aujourd'hui. »
on le fait, mais on apprécie d'entendre que c'est pertinent de le faire. On a Mélanie qui nous dit nos écueils, ce sont les budgets. Ouais. Si vous me permettez, suite à ce commentaire, de là l'importance d'avoir un pilote. Donc, c'est-à-dire que d'avoir notre leader qui y croit, parce qu'après ça, en équipe, dépendamment des instances, on peut prioriser au niveau des sommes à investir, mais aussi, il ne faut pas se le cacher, il y a présentement des sommes au niveau du ministère qui sont allouées aux établissements d'enseignement. Mais je suis consciente, de par les recherches que j'ai menées, qu'il y a encore certains dirigeants qui ne sont pas au courant ou encore qui n'ont pas eu la chance, étant donné que ça va rapidement dans le système scolaire à leur constat, de pouvoir s'asseoir et de réfléchir en collégialité à comment mettre de l'avant un plan d'action pour favoriser l'implantation du numérique. Tout à fait. Et pour ajouter à ça, France, on a aussi beaucoup de roulement de personnel au niveau des gestions. Hein? Oui. Donc, ouais, c'est ça. Ça peut avoir aussi un effet, le temps d'assimiler tout ça, de s'approprier tous ces dossiers-là, effectivement. Et Karine, comme tu dis, il y a le changement de direction, mais aussi ce qui joue au niveau des centres de services et non plus des commissions scolaires, la pénurie d'enseignants. Donc, présentement, je mène une autre recherche et je parlais avec des directions d'établissement cette semaine que la pénurie fait en sorte que les directions, leur priorité, c'est de travailler à chercher à recruter des enseignants dont, malheureusement, ils doivent laisser de côté certains dossiers qui sont autant prioritaires à cause de la pénurie. Tout à fait, merci. On a Ouellette ME, là, je ne sais pas trop, en tout cas Ouellette, je l'appelais comme ça, qui nous demande, est-ce possible d'avoir un modèle de plan d'action lorsque nous débutons? Si vous vous rendez sur le site web du ministère de l'Éducation, à l'endroit où est-ce qu'il y a le plan d'action numérique, ils ont déposé et présenté, si je ne me trompe pas, c'était dans le 2e webinaire, un plan d'action qu'on peut utiliser. Sinon, je vous invite à m'écrire et on peut regarder ensemble peut-être des plans qui pourraient vous intéresser. OK. Dans le fond, c'était Marie-Ève Ouellette de la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Mais présentement, sur le site du ministère, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, il y a des webinaires qui s'adressent aux gestionnaires, plans d'action, parce que vous savez que ce n'est pas encore prescrit dans le projet éducatif, mais on le conseille fortement parce que ça fait partie des orientations ministérielles. Donc, il y a la documentation fort intéressante pour vous. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Karine? Oui, absolument, Mylène. En fait, comme Marie-Ève est une gestionnaire de la commission scolaire et qui fait partie de FADIO, bien, nous, on a un espace pour les gestionnaires, justement, où est-ce qu'on a mis en place des gabarits inspirés du plan d'action numérique, puis on est capable de vous accompagner. Là. Donc, on a toutes les ressources qu'il faut. Puis, je ne sais pas si vous avez un accès dans Moodle de FADIO, mais on a tout ce qu'il faut comme documentation. Fait que je vous invite vraiment à communiquer avec nous pour ça. Tout à fait. Vous pouvez nous laisser même votre courriel ou communiquer directement à l'adresse FADIO pour venir nous demander notre aide. On est vraiment en fait, je vais la mettre dans le clavardage, mon adresse. Je vais lui envoyer. Bonne idée, Mylène. On a aussi Marie Garand qui dit oups, là, le clavardage rentre. Je m'excuse de la longueur de ma question. Je ne suis pas gestionnaire, mais conseillère pédagogique et je me demande comment vaincre une résistance de type faire une FAD, c'est trop long dans notre échéancier. Est-ce qu'on peut trouver un outil qui donne des exemples de FAD et le temps requis en moyenne pour les concevoir et les produire? Moi, je connais au niveau universitaire, mais si ça s'adresse plutôt au niveau secondaire, peut-être que Mylène pourrait répondre à cette question. Est-ce que vous avez des exemples, Mylène, au niveau de FADIO? Je m'excuse, j'étais concentrée, je n'ai pas entendu. Dans le fond, c'est un outil qui donne des exemples de FAD et le temps requis en moyenne pour les concevoir et les produire. Je ne sais pas, est-ce que c'est un membre du FADIO? Marie Garand, de quel établissement es-tu?
C'est sûr que nos établissements du FADIO ont certains, des fois, modèles à échanger, sauf que souvent, c'est partagé à l'interne entre les membres du FADIO. Il faudra voir là, s'il y a une demande qui est faite. La demande peut toujours être faite à ce niveau-là à FADIO pour voir qu'est-ce qui peut être partagé là, avec En nous. fait, ce que je comprends, c'est avoir des documents qui disent le temps requis de développement d'un cours à distance, c'est ça? Oui. Bien, en fait, c'est parce que ça dépend tellement du C'est modèle. relatif. Puis, tu sais, c'est relatif. Tu peux faire quelque chose très rapidement. Ça dépend le temps que tu veux mettre. C'est comme faire une capsule vidéo. Il y a des gens qui vont en faire de façon très basique, mais il y en a d'autres qui vont mettre le paquet, puis ça va prendre plus de temps. Ça dépend de plein de choses. Par contre, il y a eu un partage qui est fait, entre autres, puis j'en parlais lundi d'ailleurs quand j'ai présenté pour le regroupement FADIO. Je sais qu'il y a des gens qui se partagent des politiques locales qu'ils ont rédigées pour voir en même temps comment eux travaillaient avec les enseignants sur le temps de développement des cours. En tout cas, il y a des ententes qui sont faites, mais comme je vous dis, dans FADIO, ce n'est pas quelque chose qu'on intervient. Hein. On laisse ça vraiment aux établissements, mais il y a un certain partage qui se fait par contre. Entre les bons coups, là, disons, comme par exemple les politiques là, qui concernent les conditions de travail. C'est bon. Marie, elle est de l'Ordre des comptables agréés, en fait. On a une belle intervention ici de François Laflamme qui dit est-ce que nous devons mettre de l'énergie sur les gens qui sont résistants au numérique ou si on compte sur l'effet des champions? Si vous me permettez, de par mon expérience et mes recherches, je vous conseille bien entendu de miser sur les champions, mais de ne pas laisser de côté les réfractaires parce qu'il ne faut pas qu'ils se sentent seuls. Il faut toujours qu'ils se sentent faire partie de l'équipe, mais à une vitesse moindre. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'à chaque fois que vous allez rencontrer les équipes et tout ça, de rappeler les étapes du plan d'action, de rappeler la théorie des petits pas et pourquoi pas servir des champions pour qu'ils puissent faire une démonstration de réussite. Donc, ça l'amène tranquillement les gens. Je vais vous donner un exemple concret sans nommer de nom. J'ai un collègue de travail, un professeur d'université, âgé de 81 ans. Et il était sur mon comité d'embauche en 2016. Donc, il était dans les 70 avancés. Lors de mon comité d'embauche, on parlait qu'est-ce que j'en pensais au niveau de la formation en ligne et tout ça. Et j'ai vraiment insisté sur le fait que c'est important que les gens adhèrent à la collégialité. Et lui, il revenait, oui, mais si quelqu'un ne veut pas. Je répétais la théorie du petit pas, un jour à la fois. Croyez-le ou non, aujourd'hui, il faisait partie de la rencontre. Il est capable d'utiliser Zoom. Il a un Moodle, 81 ans. Je ne vous dis pas que c'est à 100% l'exploitation. Mais en 2016, il avait de la difficulté à communiquer par courriel. Là, il utilise Zoom puis un Moodle. Et là, la rencontre est en lien avec la transformation de cours en ligne et en format hybride. Donc, tout est possible. Il n'y a pas d'âge. C'est super, merci beaucoup, France. Merci beaucoup. Dans le fond, je pense que c'est ce qui va clore notre atelier. Dans 3 minutes, on va poursuivre avec l'atelier avec France Lafleur. Et justement, là, on était dans un atelier qui traitait beaucoup là, du point de vue des gestionnaires. Puis, avec France Lafleur, on va parler justement des compétences numériques, du développement de la compétence numérique des enseignants. Fait qu'on va pouvoir surfer sur le sujet avec lequel on termine sur l'atelier de France Gravel. Donc, merci beaucoup, France, d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment des beaux échanges encore pour cet atelier-ci. Merci, Karine. Et si vous me permettez, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans l'implantation du numérique au sein de votre établissement d'enseignement. Merci beaucoup. Merci. Donc,